Si je résume ce que vous venez de nous exposer par rapport aux caractéristiques des TRC, ce que je retiens en tout cas, c'est vraiment c'est centré sur l'évaluation formative et l'intérêt principal, c'est vraiment d'accompagner les étudiants pour développer leur stratégie d'apprentissage. Je reviens un petit peu en arrière sur une des caractéristiques que vous avez citées, c'est la facilité de mettre en place ces petites activités. Il faut qu'elles soient faciles à mettre en place pour l'enseignant. Et par rapport à une séquence d'un cours, est-ce que vous pouvez du coup nous dire à quel moment, quand l'enseignant peut mettre en place ces techniques de rétroaction qui devraient être faciles pour lui à mettre en place? Comme je disais, c'est vrai que c'est assez souple comme technique ou comme méthode d'enseignement et ça peut être utilisé à différents moments dans un cours. Ça peut être utilisé au début d'un cours, par exemple pour demander aux étudiants quelles sont leurs représentations sur un sujet ou quelles sont leurs connaissances préalables. C'est très utile pour éventuellement démonter ces connaissances préalables qui seraient éventuellement fausses. Ça peut être utilisé aussi pendant le cours. On peut organiser des petites activités pour vérifier la compréhension ou pour appliquer un concept vu en cours à un petit exercice ou à des exemples particuliers. Un exercice qui est sympa à faire avec les étudiants, c'est par exemple au bout d'une partie de matière qu'on a explicitée aux étudiants, on peut leur demander résumer un peu cette méthode ou résumer un peu cette théorie en une phrase maximum. Et on prend ensuite quelques idées dans la salle et en fonction de cette phrase résumée, on peut assez facilement percevoir si les étudiants ont compris ou ont perçu l'essentiel de ce qui a été expliqué. Et puis ça peut être aussi utilisé à la fin d'un cours. Une TRC assez connue, c'est le One Minute Paper, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants d'écrire, ça leur prend 1 minute ou 2 maximum, on va leur demander d'écrire en 3 lignes ou 5 lignes ce qu'ils ont retenu de plus important dans le cours qu'ils viennent de vivre. Et puis à la fin du cours ou après le cours, l'enseignant qui lit les réponses des étudiants, il peut assez facilement se rendre compte si les étudiants ont bien perçu ce qui était le plus important à ses yeux. Et puis si ce n'est pas le cas, on sait comment recommencer le cours suivant. C'est constructif. Tout à fait. Alors dans les exemples que vous avez cités, on voit bien que voilà, ce sont des activités vraiment centrées sur l'étudiant. L'intérêt premier, c'est de faire participer les étudiants, mais est-ce que c'est simple justement de faire participer les étudiants? Quelles sont les clés de participation? Mais les étudiants à l'université, dans l'enseignement supérieur, on doit considérer que ce sont des adultes, ou en tout cas des jeunes adultes, on va dire. Donc ce sont des personnes, des apprenants qui ont des caractéristiques particulières. C'est plus des enfants qui sont en enseignement obligatoire, c'est des adultes qui ont un projet personnel d'apprentissage et on peut en parler avec eux, on peut faire en sorte que les objectifs d'apprentissage d'un cours soient un peu en lien avec leur projet personnel. Ils ont besoin de savoir ce qu'on attend d'eux. Ils ont besoin de voir le sens qu'il y a à faire tel ou tel cours, à faire telle ou telle activité, et ça vaut la peine d'en parler avec eux. Ils ont aussi besoin de développer leur autonomie. Ils sont en demande de ça. Alors c'est vrai qu'au début, ils ne sont peut-être pas tout à fait autonomes, mais en tout cas c'est une des volontés des TRC, ces activités-là, de leur donner des clés pour l'autonomie. C'est pas uniquement travailler sur leur apprentissage, mais c'est aussi travailler sur leur stratégie d'apprentissage et petit à petit les amener à devenir autonomes. Je pourrais citer aussi quand même, c'est important, l'idée que c'est vrai que dans un enseignement universitaire, il y a de la matière, il y a des contenus à apprendre, mais les étudiants sont aussi assez friands de développer des compétences dites transversales, comme apprendre à s'exprimer oralement devant un groupe, apprendre à collaborer avec les autres, apprendre à communiquer sur son propre apprentissage, apprendre à développer ses stratégies d'apprentissage. Tout ça, ce sont des choses
auquel on peut entraîner les étudiants grâce à des activités TRC. Alors, les avantages pour les étudiants dans la littérature, hein, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est le sentiment d'avoir un certain contrôle sur son processus d'apprentissage. Ça, c'est un des éléments dans la littérature complètement capital par rapport à la motivation des étudiants. Quelqu'un qui a l'impression que tout est subi dans son enseignement, il ne sera pas motivé, en fait. Donc quand on leur donne un peu d'autonomie, quand on leur donne la parole, etc., ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir une influence sur le rythme du cours, par exemple, et développer leur motivation. Ils ont le sentiment aussi d'être davantage impliqués forcément dans leur processus d'apprentissage. Ils ont le sentiment de mieux profiter du cours, finalement, de voir que l'enseignant est impliqué dans l'amélioration continue de son cours. Ils ont aussi envie de s'impliquer. Et puis, il y a une meilleure, ce qu'on remarque aussi chez les étudiants, c'est une meilleure métacognition, c'est-à-dire être capable de parler de sa façon d'apprendre. C'est une compétence clé dans la réussite dans l'enseignement supérieur. Après, je ne vous cache pas encore qu'il y a des désavantages ou des choses qui paraissent moins positives du point de vue des étudiants. Hein. Certains étudiants peuvent avoir l'impression que la classe ou le rythme du cours est un peu lent. S'arrêter de temps en temps pour faire des petites activités de discussion ou d'évaluation formative. Les étudiants les plus avancés ou qui ont les plus de facilité vont avoir l'impression qu'ils sont ralentis. Certains trouvent aussi que c'est inutile ou que ça ne les fait pas progresser, etc. Mais il ne faut pas avoir peur d'en parler avec eux et puis d'adapter les activités en fonction. Ou éventuellement qu'il y ait des activités différentes pour différents types d'étudiants. C'est tout à fait possible aussi. En classe, on voit bien que le rôle et la posture de l'enseignant, forcément, elle change. Du coup, un enseignant qui veut se lancer dans l'intégration des techniques de rétroaction en classe, dans son cours, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Ça demande beaucoup de travail, de préparation, d'organisation des activités en classe qui sont très différentes et peut-être un peu plus complexes que dispenser son cours sur le mode de l'enseignement magistral. Ce que Angelo et Cross dans leur bouquin conseillent, c'est d'abord de commencer petit. Ça ne sert à rien de se lancer dans des grandes activités tout à coup, en surprenant les étudiants peut-être, et c'est la meilleure manière de se planter finalement. Donc autant préparer une petite activité qui va durer quelques minutes, où on prend peu de risques finalement, et où on va petit à petit prendre de la confiance en tant qu'enseignant qui anime un groupe d'étudiants. Une première chose que Angelo et Cross conseillent, c'est notamment d'expliquer aux étudiants cette idée de bénéfice mutuel. Si on fait ce genre d'activité, c'est parce que je veux savoir où vous en êtes dans vos apprentissages et je voudrais avoir un feedback de votre part à propos de mon enseignement. C'est du gagnant-gagnant, c'est du donnant-donnant. Et ça, c'est quelque chose qui est utile à expliquer aux étudiants pour qu'ils comprennent finalement un peu la philosophie du cours. Une idée qui met en évidence aussi Angelo et Cross, c'est de ne pas utiliser trop de techniques différentes au sein d'un même cours. Il ne faut pas perdre les étudiants dans une série d'activités qui sont différentes tout le temps d'un cours à l'autre. Il faut aussi beaucoup préparer, par rapport au timing notamment, essayer de tester combien de temps ça peut prendre la mise en place d'une activité, essayer de la répéter. Éventuellement noter, s'il y a des consignes particulières, noter les consignes ou ce qu'il y a à faire ou les différentes étapes de ce qu'il y a à faire dans l'activité sur une dia au tableau ou sur le tableau directement. Ça permet d'aider les étudiants à s'y retrouver dans ce qu'on leur demande. Vérifier aussi par exemple des petites choses comme le matériel à disposition, aller voir la salle si besoin à l'avance. Si on est dans un grand amphithéâtre où toutes les chaises et les tables sont boulonnées au sol, c'est parfois difficile de faire des activités collaboratives, par exemple, ou de discussions entre étudiants.
Un autre point sur lequel Angelo et Cross insistent, et je trouve c'est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout de l'activité, c'est-à-dire faire l'activité et puis en discuter avec les étudiants. C'est-à-dire leur expliquer ce que, en tant qu'enseignant, on a appris de cette activité-là, montrer qu'on prend en compte le feedback qu'ils ont donné et adapter le cours en conséquence. Et donc, dernier conseil peut-être, c'est ne pas hésiter à donner la parole aux étudiants à propos des activités qu'on réalise en classe. Merci.